Grève déclenchée par les transporteurs publics en Tunisie pour la première fois depuis l'arrivée de Kais Saied au pouvoir. La centrale syndicale l'UGTT s'invite dans ce mouvement de contestation. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons en Centrafrique où le chef rebelle Ahmed Sayo, considéré comme mort, apparaît pour la première fois depuis son transfert à une unité spéciale et présenté à un juge. Une apparition qui fait taire les rumeurs. L'homme est poursuivi pour avoir menacé de renverser le pouvoir de Touadéra. Les détails à retrouver également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Mise en retrait du champ politique depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juillet 2021, la principale centrale syndicale tunisienne a décidé de monter au créneau à l'occasion d'un mouvement de grève déclenché dans les transports publics. Lancé mercredi 30 juillet, la mobilisation doit durer jusqu'au vendredi 1er août. La Tunisie vit son premier vrai bras de fer social depuis des mois. Une grève massive a paralysé les transports publics mercredi 30 juillet dans la capitale à l'appel de la Fédération générale des transports affiliée à la centrale UGTT. Les conducteurs de bus, des métros et des trains ont cessé le travail. La grève devrait durer jusqu'au 1er août. Elle intervient après l'échec des négociations sur les primes, les salaires et la rentrée scolaire. Elle est aussi le signe d'une réactivation de l'UGTT, restée en retrait depuis le coup de force du président Kais Saied en 2021. Le mouvement est suivi à 100% selon le syndicat, y compris dans le sud du pays. Le gouvernement assure vouloir maintenir les services publics tout en plaidant pour leur restructuration. Pour apaiser les tensions, la Tunisie a reçu 189 bus chinois. Mais les syndicats dénoncent aussi des manquements internes, pénurie d'agents, absence d'équipement de travail et pression judiciaire sur les cheminots. La SNCFT menace d'ailleurs de rejoindre le mouvement. Une démonstration de force qui pourrait marquer un tournoi dans le rapport de force sociale tunisien. Alors que plus aucun signe de vie de l'ancien ministre n'avait été donné par les autorités depuis son transfert à l'Office central de répression du banditisme au début du mois, celui-ci a enfin été vu en public au palais de justice de Bangui. C'était ce mercredi 30 juillet où il a pour la première fois été entendu par un juge d'instruction. La disparition d'Ahmed Sayo pendant 3 semaines a fait craindre le pire à ses proches. Première apparition d'Ahmed Sayo. Silencieux depuis 3 semaines, le chef rebelle Ahmed Sayo est apparu pour la première fois devant la justice centrafricaine ce mercredi 30 juillet. Son audition à Bangui coupe court aux rumeurs d'assassinat. Menotté sous haute sécurité, il a comparé brièvement devant le juge d'instruction. Il est vivant, en bonne santé, sans signe de mauvais traitement, a rassuré le porte-parole du gouvernement. Une vidéo et des images ont été diffusées pour appuyer cette communication. Sayo a été reconduit à l'office de répression du banditisme, toujours sous la carte des mercenaires russes de Wagner. Depuis son extraction de la prison de Roux début juillet, sa famille et les ONG restaient sans nouvelles. D'après certaines sources, ce transfert visait à prévenir une tentative d'évasion ou de coup d'État. Ancien ministre, Ahmed Sayo avait pris les armes à la tête d'une coalition rebelle promettant de renverser le président Touadéra. Extradé du Cameroun en mai, il est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, association des malfaiteurs, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sa sœur et son frère sont également détenus. Sans surprise, le président Alassane Ouattara est de nouveau candidat à sa propre succession pour l'élection prévue le 25 octobre 2025. S'il l'emporte, le chef d'État ivoirien octogénaire gouvernerait le pays pour un 4e mandat, un quinquennat supplémentaire que ses adversaires politiques jugent inconstitutionnel et illégal. Alassane Ouattara est officiellement candidat à un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Une annonce faite sobrement via une vidéo postée en ligne à 1 semaine de la fête nationale. Je suis candidat parce que la Constitution me le permet et ma santé aussi, affirme le président de 83 ans. En coulisses, tout avait été préparé. Un congrès du RHDP a rassemblé plus de 60 000 personnes au stade de Débimpe, désignant Ouattara comme candidat unique. Mais cette candidature divise. L'opposition dénonce une manœuvre contraire à la Constitution. Tidiane Thiam du PDCI parle d'un coup porté à la démocratie.
Radié des listes électorales, il est de fait exclu de la présidentielle. Même son de cloche chez Pascal Affi-N'Guessan du FPI, pour qui cette candidature est aussi illégale que la précédente et marque un recul démocratique. Guillaume Soro, ex-allié de Ouattara en exil depuis 2019, accuse le président de piétiner les fondements de la démocratie. À moins de 3 mois du scrutin, le paysage politique s'annonce sous tension. L'aide humanitaire à Gaza est devenue un champ de bataille entre les frères musulmans et le pouvoir égyptien. La confrérie accuse le pouvoir de participer au blocus de Gaza et le Caire accuse les frères de se livrer à une campagne d'infox. L'Égypte est accusée par les frères musulmans de bloquer l'aide à Gaza. La polémique a explosé après l'appel d'un responsable du Hamas, Khalil al-Aya, exhortant les Égyptiens à se révolter contre leur gouvernement. Les frères musulmans affirment que le Caire affame Gaza en fermant le poste frontalier de Rafah. En réponse, le gouvernement égyptien parle de duplicité et de manipulation. Les médias pro-régime rappellent qu'Israël contrôle la partie palestine de Rafah, rendant toute livraison d'aide tributaire de son feu vert. Depuis le 27 juillet, Israël autorise des largages d'aide humanitaire. Plus de 35 000 camions auraient transité par l'Égypte depuis le début du conflit. Le Caire affirme avoir fourni 75% de l'aide et annonce une reprise des convois avec 5 000 tonnes supplémentaires depuis dimanche. Mais sur le terrain, la situation reste dramatique. 2,4 millions de Palestiniens sont assiégés à Gaza. L'ONU parle de niveau alarmant de malnutrition et le pire scénario de famine semble déjà en cours selon des organismes humanitaires. Comme la France et le Royaume-Uni, ces derniers jours, le Canada a lui aussi annoncé mercredi 30 juillet son intention de reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre. Une déclaration qui a immédiatement suscité la colère d'Israël pour qui elle entre dans le cadre d'une campagne de pression internationale déformée. Le Premier ministre Mark Carney a déclaré mercredi 30 juillet que cette reconnaissance interviendra lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU, prévue en septembre 2025 à New York. Il justifie ce changement de cap par le niveau de souffrance humaine à Gaza qu'il juge intolérable. Jusqu'ici, Ottawa conditionnait cette reconnaissance à un accord bilatéral avec Israël. Le Canada s'aligne désormais sur une position unilatérale au nom de la relance d'une solution à 2 États. Cette décision a immédiatement été saluée par Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui parle d'un acte historique pour la paix. Israël, en revanche, dénonce une manœuvre internationale qui risque, selon l'ambassade à Ottawa, de renforcer le Hamas et de légitimer la barbarie du 7 octobre. Sur le plan intérieur, cette position répond à une pression croissante. Plus de 150 anciens diplomates, des ONG et plusieurs députés, y compris dans la majorité, réclamaient un geste fort. Le nouveau Parti démocratique estime que le Canada aurait dû agir depuis longtemps. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.